Pour cette vidéo, je vais garder mon smartphone dans la main. Parce que j'ai vu un peu trop de films. « 7, 48, 49, 50, 51, 52... J'ai vu 52 films. En 4 mois, un truc comme ça. Donc voilà la raison pourquoi je vais garder mon smartphone dans la main, et cette vidéo va essayer d'être relativement courte, c'est-à-dire que je vais essayer de me limiter à 1 heure pour parler de 52, ou je crois que j'ai dit 52 films, qui du coup, certains je vais m'y arrêter, mais pour beaucoup je vais passer dessus très rapidement. Voilà. Vous êtes prévenus du coup, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti pour la review. La Petite Sirène, oui, je ne l'avais pas vue, j'ai trouvé que c'était vraiment excellent, franchement, c'est très court, c'est dommage, mais franchement, c'est beau, c'est bien animé, l'histoire, on y croit, c'est sincère, c'est mignon, c'est beau, et du coup, j'ai beaucoup aimé. La Forteresse Cachée, un film de Kurosawa, enfin, ça fait un moment du coup que j'ai pas regardé ce film de Kurosawa, et je suis bien content de l'avoir vu, il est très sympa, une belle aventure, des scènes de foule encore magnifiques, et du coup, ce Kurosawa, pour moi, est un des meilleurs pour le moment que j'ai vu, donc allez voir La Forteresse Cachée. Vaiana, un Disney de dingue qui t'envoie des images de dingue à la gueule, qui te fait faire une aventure de malade avec un personnage qui est très intéressant, ne serait-ce que l'autre, le mec là, je me souviens plus comment il s'appelle, le semi-dieu, ou plutôt le dieu, qui l'accompagne est génial, les personnages sont géniaux, le poulet, même si c'est un petit running gag, est sympathique parce qu'il n'est pas trop présent, bref, c'est un merveilleux Disney avec des images de fin qui vous éclatent la rétine, vraiment, voyez Vaiana. Je me décale un peu, je l'ai pas fait tout à l'heure. La Prophétie de l'Horloge, un film très plat, pas hyper inventif ou quoi que ce soit, mais qui a ses petits moments de mérite, il y a des petits moments de divertissement qui sont très sympas, je vais pas non plus bouder mon plaisir, je trouve que j'ai passé un moment agréable malgré tout, même si Jack Black je suis quand même pas ultra fan. Bref, La Prophétie de l'Horloge, j'en retiens pas grand chose, mais au moins c'était sympatoche. Les Nouveaux Héros, un Disney sincère, un Disney sympathique qui est passé un peu dans l'ombre. Je suis assez content de l'avoir vu, j'ai même acheté le steelbook. Je considère que c'est un bon Disney, c'est pas un excellent Disney que je monterais très très haut dans les cieux. Par contre, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous encourage à le voir. Il y a vraiment, comme je dis, un côté très sincère dans ce que transmet le robot notamment, et du coup ça touche beaucoup. Détective D, un film d'arts martiaux chinois qui est juste génial, c'est un peu le Pirate des Caraïbes de la Chine je trouve, à moins que ce soit hongkongais, je ne sais plus, je crois que c'est chinois plutôt. Les combats sont dantesques, même s'il y a des petits moments de creux dans ce premier film, ça reste très intéressant, l'histoire nous emmène vraiment jusqu'au bout et nous tient en haleine, et surtout on est là en mode waouh c'est trop classe, c'est trop bien. Bref, Détective D 1, j'approuve, mais j'approuve encore plus Détective D 2. Détective D 2 c'est incroyable, il y a des scènes d'action de taré, il y a des trucs que tu ne penses même pas possible mais qui arrivent quand même devant toi à l'écran, et notamment si vous avez l'occasion de le voir en 3D, voyez-le, parce que c'est dingue, il y a des shurikens qui volent dans tous les sens, les mecs comme ils volent dans tous les sens aussi pendant les combats d'arts martiaux, c'est dingue, il y a une scène tout autour d'un bâtiment japonais avec de l'eau tout autour, plutôt de nuit, qui est assez folle, et puis cette fin avec ce gros monstre, bref, voyez Détective D2. Les Aventures de Rabbi Jacob, je ne l'avais pas vu, c'est très sympa, ça a un peu vieilli du fait surtout des mœurs actuelles de notre époque, mais ça reste sympathique, j'aime bien Louis de Funès, je trouve que c'est drôle, je trouve que c'est efficace, il y a des moments c'est un peu mal dosé, mais ça reste un Louis de Funès acceptable. C'est clairement pas mon préféré par contre. On arrive à 1917. Ah, comment ne pas dire de bonnes choses sur 1917, hein? Alors je dois avouer que j'ai fait un petit peu mon connard au début sur 1917, j'ai cherché à chaque endroit les coupes de montage, juste pour dire oh là là, c'est pas un vrai plan séquence. J'ai été vraiment un gros con, parce que même si c'est pas un vrai plan séquence, qu'est-ce que c'est bon! C'est tellement bien mis en scène, c'est tellement bien retranscrit, on a vraiment peur pour les personnages du début à la fin.
La scène de nuit est dingue, elle est visuellement incroyable, il y a une vraie évolution de la lumière en plus au fur et à mesure des différentes scènes. Bref, je ne saurais que vous conseiller de voir 1917 pour vous rendre compte à quel point c'est un spectacle incroyable. Même si vous n'êtes pas forcément film de guerre, c'est beau ce qu'on nous montre avec un film comme ça. Et ça surpasse largement beaucoup de divertissements qu'on nous propose au cinéma. Donc franchement, 1917, voyez ce film. Predator, un film que je me devais de voir parce que je travaille avec quelqu'un qui est né un peu dans les années 80 et c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de classiques des années 80, hein. Predator, Alien, Cliffhanger, Demolition Man, enfin bref, tous ces trucs avec Schwarzy ou Stallone, c'est vrai que j'en ai vu très peu et même si j'en ai vu, j'ai dû les voir quand j'étais tout petit, du coup je m'en souviens pas beaucoup. Et Predator, c'est trop bien. Enfin, je dis c'est trop bien, j'avoue que le début, enfin la première moitié du film, j'étais un peu sceptique, je me faisais pas chier vraiment, mais j'étais là en mode, je vois pas encore les choses incroyables. Et puis arrive la scène de la bataille de Schwarzy contre le Predator. C'est une démonstration de mise en scène, de lumière, de chorégraphie, d'idées aussi scénaristiques, bref, c'est incroyable cette dernière scène, et du coup c'est pour ça que je le retiens énormément. Predator, c'est trop bien. Les Aventuriers de l'Arche Perdue ou Indiana Jones 1, je les ai vus quand j'étais tout petit, du coup je ne m'en souvenais quasiment pas. Et Indiana Jones, ce sont des divertissements très sympas. J'avoue que j'ai du mal à parler de ces films-là, j'ai beaucoup d'affection pour le 3, là c'est vrai que je suis en train de parler du 1, mais du coup si je dois répondre par rapport au 1, j'ai trouvé qu'il était sympa sans plus, avec une scène de fin qui mine de rien est un peu choquante. En tout cas je pense que même à l'époque la fin était légèrement choquante. Le 2 je l'ai moyen apprécié, peut-être parce que j'aime pas son personnage féminin, j'aime pas son ambiance, j'aime pas l'aventure qui y règne, du coup j'ai trouvé que c'était le moins bon, enfin non j'exagère, le 4 quand même est 10 fois moins bon, mais en tout cas de la trilogie originale, j'ai trouvé que c'était celui qui manquait un peu de magie, un peu d'aventure, de trucs bien meilleurs comme ça. C'est pour ça que le 2, je le mets beaucoup plus en dessous. Et le 3, du coup, j'ai trouvé que c'était un film très amusant, très divertissant, bien plus drôle, ça c'est certain, c'est un peu comme Retour vers le futur 3 à ce niveau-là. Du coup, c'est peut-être pour ça aussi que je le préfère, peut-être que c'est parce que justement, il y a un peu plus d'humour dans celui-ci, je me suis bien plus amusé, l'aventure est cool, on avance vraiment jusqu'à ce Graal, qui est vraiment, je trouve, une très belle histoire, avec cette fin qui marche, et même si le personnage féminin à la fin nous fait un peu chier, eh ben c'est pas grave, on accepte. Et je parlerai du 4 un peu tout à l'heure. Comme des bêtes 2, j'avais vu le 1 qui m'avait fait rire, qui m'avait fait passer un moment sympathique, mais j'avais trouvé que c'était une histoire qu'on avait déjà vue beaucoup trop de fois. Notamment parce que ça ressemble à Volt, ça ressemble aux Aristochats, ça ressemble à beaucoup d'histoires comme ça, où juste « oh là là, on s'est perdu, du coup il faut rentrer à la maison ». Voilà, j'ai trouvé que c'était un peu une histoire beaucoup trop simple, mais par contre il y avait des gags qui marchaient, et du coup j'ai trouvé ça sympathique. Mais le 2, j'ai trouvé que c'était mieux dans les idées, mais moins bien dans la consolidation de l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a des histoires qui se passent ici, des histoires qui se passent là, etc. Et l'histoire avec le personnage principal, le chien principal, c'est pas très intéressant, c'est juste on voit que il apprend que la peur, c'est pas grave, il faut la surmonter. Mais du coup, à part ça, il y a une grosse partie du film qui est pas très amusante avec ces personnages-là. Du coup, j'ai trouvé que le 2 était meilleur dans beaucoup d'idées de gags et du coup de divertissement, mais moins bien dans son histoire globale. Du coup, ça reste sympa, mais voilà, il y a ce petit bémol. Ensuite, j'ai vu Parasite en noir et blanc. Oui, j'ai pu le voir, ce Parasite en noir et blanc. Et j'ai trouvé que c'était forcément le même film, logique, mais qu'est-ce que ça apportait ? Justement, ça m'a fait ressentir des émotions plus fortes à certaines scènes, mais moins fortes à d'autres. Parce que malgré tout, dans Parasite, il y a beaucoup de moments où la couleur est importante. Ne serait-ce que la pêche, ou le sang, le faux sang avec la sauce piquante. Bref, il y a quelques endroits comme ça où la couleur était importante. Mais par contre, il y a d'autres scènes qui me semblaient beaucoup plus puissantes et beaucoup plus intéressantes au niveau des personnages en noir et blanc, avec ce noir et blanc très bien travaillé, vraiment, j'ai trouvé que c'était très très bien fait. Par contre, je suis
tellement déçu de voir qu'il n'y aura quasiment aucun moyen de la voir en noir et blanc, en édition physique ou en téléchargement, parce que la plupart des téléchargements que vous trouvez sur Parasite noir et blanc, c'est un noir et blanc qui a été rajouté, c'est pas le vrai traitement. Il y a vraiment des plans dont je me souviens avec une certaine colorimétrie, donc enfin un noir et blanc travaillé d'une certaine manière. Quand je vais sur le fichier, ça n'a rien à voir. Du coup, faites attention, ce fichier que vous trouvez sur internet n'est pas le vrai Parasite noir et blanc. Bref, c'était un petit aparté sur Parasite noir et blanc, on va continuer. J'ai vu The Host du coup, un autre film de Bong Joon-ho, et j'ai trouvé que, comme pour Memories of Murder, je trouve que c'est un excellent film, mais que je trouve que il y a un petit manque, tu vois. Il n'y a pas ce truc de Parasite où il y a la scène qui te marque jusqu'au bout et qui te fait dire « Waouh, ce film m'a amené à ça et du coup c'est génial ». J'ai trouvé que c'était très bien mené, que le discours était cool, mais voilà, il y a ce côté, l'histoire ne t'amène pas vers quelque chose en particulier. Il y a ce côté en fait où le but, tu le vois, mais on n'y avance jamais vraiment. Et ça, j'ai trouvé que c'était un peu dommage, même si le film est très bon. Donc voilà, n'écoutez pas parfaitement tout cet avis, le film est excellent et je le reverrai sûrement, parce que ça reste très cool. Et surtout, c'est une scène d'introduction qui est incroyable, ça c'est vrai. Le Grand Bain, j'ai chialé sur Le Grand Bain. C'est beau, c'est sincère, c'est un film français que je veux voir plus souvent. Même s'il y a ce côté un peu, oh là là, dépressif, tout le monde est dépressif, etc. Il y a ce côté un peu drame français chiant, mais ça rentre dans l'histoire cette fois. Et du coup, on pardonne tellement, et c'est tellement beau. Cette fin est belle, et vraiment, voyez Le Grand Bain. C'est très beau, même au niveau de sa mise en scène et de sa lumière, c'est quelque chose de très cool, et ses personnages sont colorés. Voyez Le Grand Bain. Ensuite, je me suis lancé dans Underworld, et c'est des films très bizarre et très inégaux. Underworld 1, c'est un film qui nous amène vers une fin qui en gros veut dire la suite est dans le 2, et Underworld 3, c'est la préquelle, et du coup comme on sait déjà ce qui se passe dans cette préquelle, au final le 3 n'a aucun intérêt. La colo est spéciale, c'est très sombre, très contrasté, ça a son charme, mais malheureusement c'est trop serré, et du coup moi ça me fout la gerbe. J'exagère peut-être un petit peu, mais le problème c'est que c'est tellement serré que je me suis senti un peu vraiment à l'étroit dans ce film-là. Du coup, j'ai trouvé que c'était des films qui, même s'il y avait quelques scènes d'action qui avaient de l'inventivité, n'étaient pas des films très bons. Et surtout, étaient des divertissements pas très efficaces. Donc, malheureusement, Underworld 1, 2, 3, des films très moyens, voire pas bons, ne serait-ce que pour le 3. Ensuite, j'ai vu The Strangers. On va rester un petit peu dessus. Je ne me remets toujours pas de ce visionnage de The Strangers, sachant que je l'ai vu quand même le 11 mars 2020, donc ça commence à remonter maintenant, c'était au début, voilà, c'était même un petit peu avant le confinement, donc ça remonte maintenant, mais il y a des scènes qu'on peut pas oublier dans un film pareil. Je veux dire, si je vous dis exorcisme, si je vous dis, je sais pas moi, scène de fin, si je vous dis l'ambiance, tout ce qu'il y a autour de ce film, on nous fait commencer le film dans un genre très policier, pour au final nous mindfuck total. Vous trouvez que les films de Nolan c'est compliqué ? Mais vous êtes loin du compte, vraiment. Et là je parle pas forcément de complexité, genre oh là là, ça part dans tous les sens ou quoi que ce soit, c'est juste... Il y a des symboliques tellement lointaines, en tout cas pour nous les occidentaux peut-être, mais du coup, vraiment, je suis sorti du film en ne comprenant pas grand-chose de cette fin. Je pense qu'elle est sujette à plusieurs interprétations et que c'est voulu, mais c'est compliqué et du coup, tu en ressors en mode « j'ai rien compris » et c'est encore plus effrayant. Si vous êtes un petit peu sensible, ne voyez pas ce film. C'est un film qui vous retourne l'estomac, le cerveau et le cœur. Il n'y a pas forcément de vraies grosses visions d'horreur, mais le film vous met mal, le film ne vous laisse pas tranquille, le film ne vous laisse pas respirer et vous fait comprendre que ce que vous voyez là, c'est le démon, et que le démon va grossir de plus en plus et va vous dévorer jusqu'à la fin du film et ne vous laissera jamais
tranquille. Donc The Strangers, je peux pas trop en parler parce qu'en fait, je me rends compte que le fait de l'avoir vu sans vraiment comprendre, enfin sans vraiment avoir pris de connaissances sur le film, c'est-à-dire voir le synopsis ou quoi que ce soit, je me rends compte que du coup ça a rendu mon expérience encore plus dingue. Donc voyez The Strangers, c'est la même personne qui a fait The Chaser et The Murderer, dont je parlerai juste après, et vraiment, c'est dur. Mais voyez, si vous avez la foi, voyez-le. Ensuite, j'ai vu Le Voyage d'Arlo, un Pixar que vous pouvez totalement mettre de côté. Voilà, ça ne sert à rien, c'est un Disney sympathique, mais franchement, c'était vide, il n'y avait pas grand-chose. Cette fin, elle est pas forcément illogique, mais un peu abrupte et surtout expéditive. Donc vraiment, Le Voyage d'Arlo, je le mets dans les mauvais Disney. Enfin, en tout cas, dans les Disney, très bof, très bof. Seul Tout, un film de confinement, on peut dire ça comme ça. Et ben j'étais content de revoir Seul Tout. Il y a des blagues qui marchent plus trop, hein, parce que maintenant on est dans une époque où on ne peut plus rire de certaines choses, mais malgré tout il y a beaucoup d'autres blagues qui fonctionnent, énormément, et du coup j'aime encore Seul Tout. Je trouve que c'est un super film et qu'ils sont grave bien débrouillés pour un film pareil. Surtout pour le concept qu'il a. Alors, j'ai pas revu, mais revisionné pour être sûr, Ultramarines, Warhammer 40 000 movie. Je connais Warhammer, hein, mais juste, j'avais pas envie de le lire correctement parce que ce film est pire qu'un navet. Là, il y a le navet. Et là, il y a le film. Mr. and Mrs. Smith, je ne sais pas le prononcer. Un film avec Brad Pitt et Angelina Jolie. Angelina Jolie, c'est une actrice, on l'aime pas. J'ai trouvé que le film avait marché, était divertissant comme il faut, avait des grosses batailles, des grosses actions de tarés. C'est un plaisir que je ne me boude pas, c'est pas exceptionnel par contre, ça marque pas énormément, je me souviens pas de beaucoup de choses à part la deuxième partie du film. Donc, en gros, c'est sympa, mais voilà. Les Animaux Fantastiques 2, les crimes de Grindelwald. Eh ben, c'est fouillis, c'est complètement fouillis, et J.K. Rowling, tu n'es pas scénariste, tu es romancière, et ça marche dans les romans, mais ça marche pas en film. Alors ça a beau être beau visuellement de temps en temps, c'est pas ouf parce que on se perd, et heureusement que tu vas pouvoir financer la suite, parce que ce film-là tout seul ne sert à rien. Indiana Jones 4, c'est débile cette fin, mais au moins il y a ce petit côté Spielberg qui reste là, il y a quand même une réa malgré tout qui est bien maîtrisée. Arrêtez les gens qui disent le 4 n'a jamais existé, le 4 au moins a cette décence d'être un film potable. Ce n'est pas un excellent film, mais c'est un film qui au moins a la décence d'avoir une bonne réa. Mais c'est vrai que ce scénar, cette fin, ces personnages qui reviennent après, tu te dis pourquoi vous avez fait ça? Bon, bah c'est pas grave. Benjamin Gates, le 1, le trésor des Templiers, bah c'est cool. Et j'aime bien Nicolas Cage, vraiment c'est cool, c'est drôle, il y a des effets de montage très sympas, il y a un côté espionnage, Indiana Jones, mais aussi un petit peu White Collar ou FBI porté disparu, bref, pas porté disparu, FBI duo très spécial. J'ai trouvé que c'était cool et que je ne boude pas mon plaisir, vraiment. J'ai trouvé ça très sympa, c'est pas exceptionnel, il n'y a pas de grosses idées de mise en scène ni de réa, mais par contre, au moins, ça se regarde très bien, et franchement, je ne connaissais pas avant, je suis content d'avoir découvert. Le Hobbit 1, franchement, vous trouvez ça si nul que ça, le Hobbit? Non, parce que je vais parler après des suivants, hein, tout à l'heure, mais le Hobbit 1, on a regardé les 3 en version longue, et franchement, autant c'est pas aussi bien que Le Seigneur des Anneaux, autant Peter Jackson, c'est toujours aussi bien manier l'épique, manier l'aventure, manier tout ça, manier le sens du rythme aussi. Parce que je rappelle qu'ils partent du village à peu près vers 45-50 minutes, j'ai même pas senti ces minutes passer, et pourtant, c'est long, 45-50 minutes. Bref, le Hobbit, j'en garde un très bon souvenir. Il y a la scène peut-être avec Gollum qui est un poil longue, mais sinon, franchement, le Hobbit 1, c'est un pouce vert pour moi. Bébé mode d'emploi, un petit film de comédie comme ça, américaine, que je me suis regardé. C'est sincère, c'est ce que j'ai aimé. Ça vole pas, j'allais dire ça vole pas 3 pattes à un canard. Non, ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais au moins, ça mérite d'avoir des personnages qui sont convaincants,
qui sont sincères, comme je dis. J'aime bien dire ce mot sincère parce que, en fait, ce qui est très important pour moi dans un personnage, c'est qu'on croit à ce qu'il essaie de transmettre. Et cette sincérité qui ressort, pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes. Du coup, pour moi, Bébé Mode d'Emploi, c'est une comédie sympathique, mais qui a le niveau d'un téléfilm. Et c'est vrai que, du coup, c'est pas du grand cinéma. Mais c'était sympa. Psycho-Pass le film, parce que derrière j'ai vu aussi l'animé Psycho-Pass. C'est cool, c'est très cool. Bon, c'était une histoire annexe, donc c'est vrai que c'est un peu fanservice, on fait revenir un personnage de la saison 1, mais à part ça, ouais, il y a des belles scènes d'action, mais je ne retiens pas beaucoup le film, étrangement. Donc je vais très peu le conseiller. Voyez-le si vous avez vu l'animé et que vous aimez vraiment la série. C'est tout ce que j'aurais à dire. La colline de coquelicots que j'ai pu revoir, c'est vraiment cool, ça finit trop vite. Mais qu'est-ce que c'est cool! Toute l'histoire autour de l'école est trop bien, et l'histoire autour des deux personnages est hyper touchante. Bref, c'est un Ghibli que je garde dans mon cœur, parce que je considère que c'est un Ghibli qu'on oublie. Goro Miyazaki a fait Terre-Mer et Colline de coquelicots. Terre-Mer, c'était moyen, mais la colline de coquelicots, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Bon, après, comme je dis, voilà, ça finit trop vite. Ensuite, du coup, à la suite, La Désolation de Smaug et Les 5 armées de Hobbit. Ce qui est bizarre, c'est que La Désolation de Smaug, je retiens très peu, alors que mine de rien, il se passe pas mal de choses dans ce film, si je me souviens bien. Mais comme c'est un épisode de transition, il a ce petit problème de, il faut qu'il y ait un événement très marquant là-dedans, à part la poursuite avec le dragon, il n'y a pas grand-chose. Ou en tout cas, je ne m'en souviens pas. Mais comme j'ai prévu de les revoir de toute façon, je verrai bien. Du coup, La Désolation de Smaug, pour moi, est un petit peu en dessous, surtout que c'est un épisode de transition qui s'arrête vraiment en mode vous verrez comment se finit le film 2 dans le 3. Et d'ailleurs, le 3, certains considèrent que c'est un film assez moyen. J'ai trouvé que putain, le sens de l'épique est dingue dans ce film. Par contre, c'est vrai que du coup, on se demande, mais pourquoi vous avez fait finir le 2 dans le 3 alors que, en soi, ça se termine genre 10 minutes après, cette scène-là. Donc franchement, qu'est-ce qui vous en empêchait? Bref, pour ce qui est de la bataille en elle-même et des différents combats de partout, c'est dingue. Et puis, l'imagerie, la chorégraphie que nous propose Peter Jackson dans ce film-là, mais c'est incroyable. Oui, il y a eu le gouffre de Helm, oui, il y a eu d'autres grosses batailles comme ça dans Les Seigneurs des Anneaux, mais... putain, il y a des trucs de dingue quand les nains ils arrivent et qu'ils se balancent les grosses machineries comme ça, c'est incroyable. Et puis voilà, toute cette scène où les personnages se déplacent jusqu'à aller chercher Thorin, c'est juste merveilleux. Moi j'aime beaucoup le 3, j'ai passé un très bon moment parce que je trouve que le sens de l'épique chez Peter Jackson est vraiment présent, et t'es là en mode waouh, ça commence et ça va se bastonner et c'est trop bien. Bref, pour moi le Hobbit, j'en garde un très bon souvenir et je le mets dans ma bibliothèque. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Je ne l'avais pas vu, j'ai trouvé que c'était inventif, j'ai trouvé que c'était barré aussi, mais peut-être qu'il faudrait que je voie d'autres films de ce réalisateur. A priori, apparemment, ça c'est toujours un petit peu psychédélique comme ça, enfin pas forcément psychédélique, mais voilà, très ingénieux et très torturé au niveau de l'agencement de toutes les choses, mais c'est hyper inventif, et du coup ça nous emporte vraiment dans un univers à part entière. Et notamment ce personnage qui nous fait vraiment voyager à travers sa réflexion, c'est très cool et c'est beau, c'est très beau. Donc vraiment, j'ai passé un super moment devant Amélie Poulain. Détective D 3, pour moi, c'est pas forcément le moins bon des 3, je saurais pas dire si je préfère le 1 ou le 3, mais pour moi le 3 était tellement perché que du coup j'ai peut-être plus de mal à l'apprécier. Même si les scènes d'action sont dingues, qu'il y a des très bonnes idées visuelles, et je pense que après, comme je l'ai pas vu en 3D, peut-être que si je l'avais vu en 3D, j'aurais eu encore un plus. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il était un peu en dessous. Bref, voyez-le quand même. Ça reste Détective D, ça reste drôle et divertissant. Benjamin Gates et le livre des secrets. J'ai trouvé qu'il était un peu moins bon. Peut-être parce que les personnages sont moins attachants, parce qu'il y a des personnages qu'on nous met devant et qui sont un petit peu des stéréotypes. Du coup, je vais le mettre un petit peu en dessous, mais il a les mêmes bonnes idées que dans le premier, et ce petit côté espionnage, etc., même si on se dit « mais putain, pourquoi il se fait pas arrêter ?» Bah c'est pas grave,
on accepte quand même parce qu'on se dit, bah écoute, c'est divertissant et ça nous emporte. Les contes de la nuit, eh ben, bah c'est inégal parce qu'en fait c'est plusieurs histoires dans un seul film et j'ai trouvé qu'il y en avait certaines qui étaient dispensables et d'autres indispensables. Il y en avait des très belles et d'autres moins belles. Il y a un design très particulier, ça vient des mêmes créateurs que Kirikou et ça se ressent forcément. Mais au moins ça avait ce petit visuel très joli, très inventif, très ombre chinoise. Par contre avec une façon de raconter très caricaturale, mais aussi comme c'est des contes, on accepte malgré tout que ça soit caricatural. Donc ça reste très beau et je vous le conseille. Et là on arrive à The Murderer. Donc là je vais aller très vite, je trouve que c'est un Na Hong-jin qui ne fonctionne pas, un Na Hong-jin qui a un rythme très mal géré, que c'est un film coréen qui a des acteurs qui sont pas forcément excellents, ne serait-ce que pour les personnages féminins, le peu de personnages féminins qu'on y voit ne sont pas très très bons. Les personnages masculins sont aussi très caricaturaux, ils défoncent des têtes dans tous les sens, enfin bref, ça n'a... C'est vraiment, pour moi, le Na Hong-jin qui fonctionne le moins et qui surtout est le plus disparate et qui finit sur une fin en mode « je suis pas sûr d'avoir compris, mais même si j'ai compris, bah c'est pas ouf comme fin ». Bref, je lui ai mis une mauvaise note, moi, sur Sens Critique. D'ailleurs, suivez-moi sur Sens Critique, tant qu'à faire. Je poste régulièrement, du coup, tous les films que je vois. Et vraiment, je lui ai mis une mauvaise note. Parce que j'ai passé un mauvais moment, enfin pas un mauvais moment, mais je trouvais vraiment que j'avais perdu mon temps au final devant ce film, ce qui est très étrange parce que sur un film comme ça, je pensais vraiment que ça allait m'amener quelque part. Les Aristochats, je l'avais pas vu, ou en tout cas si je l'avais vu, j'étais tout petit. Un Disney très mignon, un Disney très drôle, avec ses petits moments de gloire, notamment les oies, le début avec les chiens, etc. Enfin bref, il y a plein de petits moments très sympas et la grosse musique jazz à la fin. Bref, les Aristochats, c'est sympa. La bande à Picsou et le trésor de la lampe perdue. Et ben je l'avais vu quand j'étais petit, je l'ai revu maintenant, j'ai trouvé que c'était pas si ouf que ça par rapport à ce que je me souvenais de quand j'étais petit, mais par contre, bah ça restait sympathique et il y avait quelques trucs qui me plaisaient bien. C'est pas exceptionnel, ne serait-ce que dans son design et dans ses idées, mais par contre, au moins, ça a le mérite de bien divertir et de pas se foutre de la gueule des enfants, et ça c'est bien. Princesse Mononoke, il fallait que je le revoie, et maintenant c'est chose faite. Je l'ai rehaussé par rapport à mon premier visionnage, parce que vraiment, j'étais sorti du film en me disant, bah c'est bien, mais c'est tout. C'est pas si ouf. Et en fait non, l'histoire est très cool. Le problème c'est que je me rends compte que j'avais tellement binge-watch tous les films Ghibli que je m'en souvenais pas assez. Et Princesse Mononoke, mine de rien, il y a quelque chose. Il y a vraiment une belle imagerie. Il y a des scènes de dingue, il y a des scènes un peu dégueu, c'est très étrange. Mais au moins, ça a le mérite d'être assez grandiose, surtout sur sa fin, qui nous amène vraiment sur une scène de dingue. Par contre, comme dans certains autres Miyazaki, je trouve que ça s'arrête de manière très bah c'est bon, la scène finale est finie, donc c'est quasi fini. Ah, d'accord. Bah, j'aurais aimé en savoir plus, mais bon, ok, ça finit comme ça. Du coup, c'est pas devenu mon Miyazaki préféré, mais c'est devenu un Miyazaki que j'aime encore quand même un peu plus qu'avant. Je comprends certaines personnes qui l'adorent, mais pour autant, je comprends pas qu'ils le mettent sur un piédestal. Quand on voit Chihiro ou Château ambulant, je sais pas, je considère vraiment que Mononoke est en dessous. Mais après, bon bah, chacun son délire. Nausicaa par exemple, Nausicaa c'est dingue, Nausicaa c'est dingue du début à la fin, il y a vraiment une imagerie et une inventivité dans tout cet univers que j'ai trouvé vraiment dingue et ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Et bah punaise, je suis bien content de l'avoir revu parce que je me souvenais de quasiment rien. Et tout cet univers avec ses insectes et puis toute l'évolution de ces personnages, je trouve ça incroyable, même si ça me fait toujours rire de voir Nausicaa faire « Je ne veux plus voir des gens mourir !» 2 secondes après, bam, ça explose, bam, bam, bam. Bref, c'est marrant quand même. Et du coup, on arrive au déconfinement, parce que du coup, je vois qu'ici, le prochain film que j'ai vu, c'était Nous les chiens. Nous les chiens, qui est un film qui était sorti au déconfinement, au cinéma, un film d'animation sud-coréen, qui était sympathique. J'ai trouvé que, en fait, il y avait une sincérité, ça revient encore, qui se dégageait de ce film. Ça commence sur une histoire très linéaire pour ensuite te dire non, 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 non. Ça part sur d'autres embranchements et les personnages que tu suis, on verra ce qui va leur arriver. Du coup, on a vraiment une belle évolution du personnage principal qui est un chien qu'on abandonne au début et qui après va bien évoluer. Du coup, j'ai trouvé que Nous les chiens était un film
intéressant, avec de bonnes idées, même si ça commençait sur un postulat très basique et pas si ouf. Et l'animation, faut que j'en parle un petit peu quand même, est bizarre au début, mais on s'y fait. Du coup, je vous conseille. La Belle et la Bête, je ne l'avais pas vu. C'est génial, mais ça vous le savez. Star Wars 9, l'ascension de Skywalker. Pourquoi ? Je vais pas y rester trop longtemps parce que j'ai pas envie. Mais j'ai pas compris pourquoi on a voulu tant éloigner le 8 qui avait quand même de très bonnes idées, même s'ils ont gardé certaines bonnes idées du 8, notamment le lien entre Rey et Snoke. Qu'est-ce que je raconte ? Pas Snoke, Kylo, voilà. Par contre, justement, Snoke, est-ce qu'on était obligé de savoir que c'était aussi pourri que ça, l'explication de Snoke ? Est-ce qu'on était obligé de savoir que l'empereur Palpatine revenait dès le début du film ? Est-ce que ça pouvait pas être amené d'une meilleure manière ? Parce que je suis désolé, moi je ne comprends pas les bandes annonces qui dévoilent tout du film, mais là de voir que c'était même dans le début du film, j'ai fait ah ouais. Donc vraiment c'est vide à ce point. Et en plus la scène de bataille finale, c'est exactement la même scène de bataille que dans le 8. Bref, ça n'a... Je saurais pas trop comment dire, mais pour moi le film est raté. Pas forcément parce qu'il est pas beau ou pas très inventif dans ses actions, etc. Parce qu'en fait, la scène de Kylo contre Rey est très cool et très belle. Et il y a vraiment des beaux moments d'action et tout. Mais il n'y a aucune consistance dans cette trilogie. Et c'est dommage, ça aurait pu être très cool. Ensuite, j'ai vu Time Out, un film avec un concept intéressant, qui nous le rabâche un peu trop au début, et qui au final, tu te dis, au final, c'est comme de l'argent, sauf qu'on a légèrement plus peur. Du coup, pour moi, c'est un concept cool de départ, avec de bonnes idées de mise en scène pour faire peur aux personnages, du coup. Mais même si j'ai beaucoup de réserves sur le personnage féminin qui pour moi est un peu un personnage, pas fonction, mais un personnage qui vraiment n'est là que pour rajouter cette petite histoire du oh là là, je vais tuer ta fille sinon machin. Bref, je trouve que c'était cool, mais que c'était pas incroyable. Franchement, il y avait mieux à faire avec un concept pareil. Puis j'ai vu Promare. Enfin. Mais à part le fait que ce soit incroyablement dingue en action et visuellement, je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, mais je trouve que le film, comme pour Les Enfants de la Mer, a été un peu trop mis sur un piédestal juste parce qu'il était un petit peu différent. L'histoire est pas incroyable, ça va pas non plus si loin que ça, et ça c'est un stéréotype de shonen assez classique, mais à part les idées visuelles et du coup les chorégraphies de scènes d'action, je suis pas hyper emballé. Mais je dis ça juste pour compenser ce que je dis, mais je lui ai mis une bonne note. C'est juste que, je le mets pas sur un énorme piédestal, j'ai juste trouvé que c'était bien. Par contre, c'est visuellement parfois un peu trop. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est de voir autant de plans séquences animés. C'est vraiment incroyable ça, on passe vraiment d'un endroit à un autre sans couper la caméra. C'est vrai que c'est très inventif visuellement, mais à part ça, je le mettrais pas très haut parce que, ne serait-ce qu'au niveau de l'histoire, j'ai trouvé que c'était un combat d'1h40, 1h50. Voilà. Ensuite, j'ai vu Conjuring. Il faut bien que je voie un film d'horreur de temps en temps. Et mon problème avec Conjuring, c'est que, c'est bien amené, c'est bien mis en scène, cette horreur ou cette ambiance horrifique. Mais pour moi, le problème, c'est que quand les 3/4 du film se basent sur des scènes d'horreur lambda, enfin en gros des petites scénettes comme ça de oh là là, il y a des choses bizarres qui se passent dans la maison, moi j'ai un petit problème de fond. Je cherche le fond derrière. Est-ce que tu veux m'amener vraiment quelque part ou pas le film ? Et puis après, les Warren arrivent, et là, c'est vrai que ça évolue. Il y a toute une évolution au niveau de la mère qui devient vraiment une grosse méchante. Mais c'est pas ma came, ce genre de film. J'aimerais vraiment qu'on m'amène vraiment plus comment dire, je veux dire, j'ai beaucoup plus peur sur un The Strangers, mais au moins j'ai un gros fond, du coup j'ai pas trop de problème avec ça. Par contre Conjuring, j'ai pas assez de fond, et le peu de fond qu'on me donne, pour moi il est pas intéressant, du coup je sais pas trop. Et puis il reste du coup 2 films, je pose le smartphone. C'est Pluie Noire, pour commencer. Un film de 1980 et quelques, je ne sais plus exactement, qui est en noir et blanc, qui parle des événements de la bombe
atomique, et notamment de la vie de ces gens-là qui ont été irradiés, et on va voir comment ils vivent maintenant qu'ils ont été irradiés. Il y a beaucoup de discrimination entre les personnes, parce qu'il y a les irradiés, les non-irradiés, et c'est vrai que c'est touchant, mais malheureusement le rythme du film n'est pas bien tenu, et c'est ce qui m'a vraiment gêné quand on compare à un Kurosawa. C'est vrai que c'est dur à tenir, hein. Il y a toute la scène justement, toutes les scènes qu'on nous balance autour de la bombe atomique qui sont incroyables, c'est visuellement effrayant, ça nous emporte vraiment dans un univers, ou plutôt dans une époque qui nous dépasse. Du coup, Pluie Noire, je l'ai très peu apprécié, même si je suis content de l'avoir vu malgré tout, parce que voir des films restaurés en 4K au cinéma, c'est quand même une bonne chose. Du coup, je vous encourage à aller le voir quand même pour vous faire votre propre avis, mais moi ce n'est pas ma came, et même si je continuerai de regarder des films de ce réalisateur, ce n'est pas un film qui m'a beaucoup marqué. Et le dernier film que j'ai vu, qui est peut-être encore chez vous au cinéma, c'est Light of My Life. Et j'ai beaucoup aimé. Pour le moment, je lui ai mis une note bonne, mais je pense que plus j'y réfléchis, plus je mettrai une note un peu au-dessus. Parce que là, pour moi, le mot sincérité, il est partout dans ce film. Que ce soit dans le personnage de la fille, le personnage du père, que ce soit dans certaines scènes, notamment la scène du vol de la voiture, qui n'est même pas violente, mais où tu te dis, ça pourrait tellement se passer comme ça. Il y a une sincérité, il y a une beauté visuelle, il y a un parti pris de mise en scène qui sont les caméras fixes quasiment permanentes, où du coup c'est les personnages dans l'image qui vont créer le mouvement et qui vont créer l'action. Et puis c'est un final magistral, même si pour beaucoup cette fin ne satisfera pas. Je considère que, même si c'est pas un grand film, je trouve que c'est un bon coup de tampon dans le cinéma de 2020. C'est difficile cette année avec le confinement, il y a très peu de films, on va dire, ultra marquants qui sortent, parce que je vois certains youtubeurs dire oui mais si, il y a ça au cinéma, il y a ça au cinéma, il y a ça au cinéma. Ouais, mais est-ce que ça aurait été des très gros films qui marquent énormément? Parce que quand je vois des The Guilty ou des Une pluie sans fin qui étaient sortis il y a 2 ans, c'était des petits films qu'on voyait pas vraiment venir, mais qui amenaient un concept et surtout une réa extrêmement bonne, et du coup ça compensait tout. Là on me conseillait T85 ou ce genre de film, c'est sûrement très bon, mais ça doit être du niveau d'un, c'est-à-dire de bons films mais pas si excellents. Et là Light of My Life pour moi c'est un film que je mettrais un peu au-dessus quand même, et puis aussi peut-être que le thème m'a beaucoup touché, et c'est peut-être pour ça que je vous le conseille grandement. Voilà, je vois que sur mon enregistreur, c'est écrit 50 minutes, donc j'ai réussi à parler de plus de 50 films en moins d'1 heure, ce qui est plutôt cool. Je sais, je suis passé très vite sur certains, notamment La Belle et la Bête où j'ai dit 2 phrases dessus. Mais bref, je suis très content de vous avoir fait cette vidéo, de mon retour du coup au cinéma. Il y aura toujours des reviews une fois par mois de cinéma, ne vous inquiétez pas là-dessus. Mais en attendant, de temps en temps, il y aura quelques vidéos de cinéma sur un film asiatique. De temps en temps. Ça sera pas souvent, ça sera pas si souvent que ça, parce qu'il faudra que j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Donc il faudra que je l'analyse un peu plus. Comme Les Enfants du Temps par exemple, où j'avais fait la grosse vidéo des Enfants du Temps que vous aviez pas mal apprécié d'ailleurs. Je vous mets en lien mon Twitch parce que de temps en temps je peux aussi parler de cinéma, et surtout si vous voulez participer un peu à ce que toutes ces vidéos ou tout mon contenu soit vu de plus en plus, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à activer la cloche si vous avez envie aussi, et puis allez voir mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, qui vous permettront d'avoir quelques news sur l'avancée de mes travaux. Je vous donne rendez-vous du coup dans une prochaine vidéo. Allez, salut. Ça fait plaisir de vous voir.